Bonjour à tous, bienvenue pour notre premier live de l'année qui aura comme sujet donc le test écrit d'anglais pour le concours Tremplin 1 à la suite 2 et Tremplin 2 à la suite 4. Et c'est Charlotte Rabé, responsable publication pour le concours Ecole. Vous avez quelques informations essentielles à savoir avant qu'on attaque directement le sujet. N'oubliez pas déjà les dates d'inscription, c'est jusqu'au 23 mars, mais ça ne marchera pas. Et surtout, nous avons bientôt d'autres lives qui vont avoir lieu. Le 7 février, pour l'épreuve de notes de synthèse pour les 31. Le 14 février, l'analyse des tests comparés pour 32. Et nous avons une nouveauté avec des corrections de copies que vous allez pouvoir gagner à la fois pour la note de synthèse le 7 mars et le 14 mars pour l'analyse des textes comparés. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à consulter le site web et surtout, allez voir le site. Pour le hub, vous avez tous les outils de préparation, des vidéos, des annales sur 7 années d'annales d'anglais que vous pouvez faire pour vraiment bien vous entraîner, des quiz, des cours pour voir le vocabulaire, les leçons de grammaire, etc. C'est vraiment des outils très complets qui vous permettent de vous préparer par vous-même à ce test de façon tout à fait claire. Voilà, je vous laisse avec notre professeur. Je serai derrière l'écran pour répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à intervenir. Et à la fin de ce live, vous pourrez remplir un petit questionnaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. À tout à l'heure, merci. Merci Charlotte. Bonjour à tous. Alors, je suis Lucie de Carvalho, enseignante d'anglais. Vous allez passer l'heure avec moi. On va regarder ensemble donc votre test d'anglais pour les concours que Charlotte vient de vous présenter. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est déjà d'une part, on va essayer d'un peu de comprendre un peu ce qu'on attend de vous pendant ces tests-là. On va regarder un petit peu les objectifs. On va regarder la construction du test, puisque finalement, une des premières étapes vers la réussite de votre concours, c'est bien sûr de bien comprendre les épreuves auxquelles vous serez confrontés. Et donc ici, on va regarder ça, on va regarder un petit peu, j'ai essayé de vous donner le maximum de petits trucs assez concrets, surtout des petits points de révision bien précis, afin de vous aider justement à orienter un petit peu votre préparation, puisque comme on vient de vous dire, la date du test approche à grands pas. Donc, on va se lancer tout de suite. On y va. On va regarder déjà tout simplement un petit détail. Je ne sais pas si vous avez regardé. Pardon, excusez-moi. C'est les coefficients. Alors, pourquoi je vous mentionne les coefficients ? Parce que malheureusement, trop souvent, la partie anglais, on la laisse un petit peu de côté en se disant c'est pas forcément le cœur de mon concours. Faux. Regardez ici, regardez votre coefficient du test anglais. Il est tout à fait fondamental pour la réussite de votre palier d'admissibilité. Regardez pour Kedge. Deux coefficients, c'est exactement la même chose que le TAGE-MAGE ou que la note de synthèse. Donc vraiment, il ne faut pas négliger cette partie justement de l'admissibilité. Ça se travaille, vous allez voir que c'est finalement une fois qu'on a bien compris comment ça marche, c'est tout à fait possible de réussir cette petite partie de votre première étape vers l'admission. Alors donc voilà, gardez ça à l'esprit. On va regarder ensemble la suite. Alors, petite présentation très simple du test. Déjà, on va commencer ensemble. Donc déjà, vous avez la même épreuve pour Tremplin 1 et Tremplin 2. Donc si vous avez des questions là-dessus, c'est exactement la même. Deuxième point également à garder en tête, c'est bien sûr le temps. Le temps est fondamental lorsqu'on passe des concours. Vous allez ici avoir 1h30. Donc c'est assez court finalement quand vous y pensez. 1h30, vous allez voir, ça va filer très rapidement. D'où l'importance, avant l'épreuve, de préparer en temps limité. Essayez vraiment de vous entraîner à rester en 1h30 pour votre préparation. Donc, ce test, il est en fait composé d'un QCM. En fait, c'est un QCM d'anglais. Donc, vous allez avoir 80 questions auxquelles il va falloir répondre. Pour la grille de réponse, je ne sais pas si vous posez un petit peu la question, il s'agit vraiment d'une grille de réponse classique QCM, c'est-à-dire que vous avez des petites bulles à remplir. Vous avez ensuite une deuxième ligne si jamais vous voulez vous corriger. Petit truc, alors je pense qu'on vous l'a déjà peut-être dit, mais essayez de bien faire attention au matériel que vous allez utiliser pour la correction, enfin pour l'inscription des réponses, pardon, puisqu'ici il faut bien s'assurer que vous prenez un bic, prenez-le plutôt noir, et essayez d'éviter bien sûr d'utiliser du blanc, c'est interdit pour l'épreuve.
Donc, ici, voilà, vous avez votre QCM, 80 questions. Si on fait un petit calcul mental, vous avez en gros 1 minute par question. Donc, c'est plutôt royal. Alors, votre QCM est divisé en 4 parties. Vous avez 4 sections. Donc, les questions, vous remarquez, c'est tout à fait égalitaire. Vous avez 20 questions par sous-partie. Vous avez une partie structure, une partie expression écrite, vous allez voir ce que c'est, et une partie vocabulaire, et enfin une partie compréhension écrite. Je vais vous présenter plus en détail toutes ces petites sous-sections dans quelques secondes. Alors, ici, on peut être rassuré. Finalement, on peut tout à fait être rassuré parce que déjà, vous avez un QCM. Donc, un QCM, ça veut dire j'ai pas d'essai à écrire, j'ai pas de traduction à donner, j'ai pas de synthèse à écrire ou autre. Vous ne produisez rien du tout. Vous avez juste à répondre à des questions. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, si jamais vous avez des inquiétudes de ce côté-là. D'autre part, la compréhension, le niveau. Quel va être justement le niveau justement du vocabulaire? Est-ce que je vais comprendre les phrases qu'on me propose? Ne vous inquiétez pas. À nouveau, c'est du vocabulaire qui est extrêmement courant, extrêmement assez simple en fait. Vous n'allez pas avoir du vocabulaire très pointu concernant par exemple l'anglais économique ou l'anglais du commerce ou des choses comme ça. Ce n'est pas le but de ce QCM, d'accord? Donc, ce qu'on va vous proposer normalement, c'est du vocabulaire qui est censé être connu pour justement des étudiants qui ont entre un niveau Bac plus 2 ou Bac plus 3 et 4. Donc vous allez voir, vraiment, ne paniquez pas. Sur la question vocabulaire, il n'y a pas de spécialisation trop précise. Un bon point pour ce test, c'est qu'il n'y a pas de chronométrage des parties. Vous êtes totalement libre de gérer votre temps, totalement libre de justement organiser votre 1h30 pour voir un petit peu combien de temps vous allez dédier à la partie 1, combien de temps vous allez dédier à la partie 2, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'effectivement, si on a 20 questions par partie, ça ne veut pas forcément dire qu'on va nécessairement consacrer le même temps à chacune des parties. Donc ça, c'est à vous de vous organiser en amont, d'où l'intérêt à nouveau de s'entraîner avant à faire justement ces tests, pour voir justement, ah bah tiens, cette partie-là, je la fais beaucoup plus vite, et comme ça, il faut bien que je me garde du temps pour cette partie-là, parce que je sens que je vais avoir besoin d'un peu plus de temps. Donc vraiment, l'intérêt de vous entraîner en amont avec justement, c'est ce que Charlotte mentionnait tout à l'heure, les annales, bien sûr, les annales que vous avez en ligne. Vous avez une chance immense, parce que ce n'est pas le cas de beaucoup de concours, hein, de comme ça, de vous offrir gratuitement accès aux annales, donc aux tests des années précédentes. Vraiment, utilisez-les. Vous en avez énormément. Donc, l'important, c'est vraiment, vous allez les télécharger, vous allez les prendre, vous vous entraînez à les faire en temps limité. À la fin de vos annales, vous avez les réponses, mais elles ne sont pas expliquées, mais en tout cas, vous avez au moins la bonne réponse, ce qui vous permet de vérifier justement vos réponses, justement. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Donc, je vous conseille vraiment de travailler sur ces annales. Essayez de voir les parties que vous faites le plus rapidement. Essayez de voir les parties qui vous prennent plus de temps. Vous vous faites un programme et le jour du test, vous gardez ce programme. D'accord? On ne fait pas de nouvelles tentatives le jour du test. On va pas se dire, oh tiens, aujourd'hui, je vais changer, hein, je vais commencer plutôt par cette partie. Non. Hein, ça, c'est quelque chose que vous allez faire avant. C'est vraiment fondamental. Vous vous établissez un plan d'attaque. Si vous avez la gestion libre du temps, ça veut aussi dire que vous pouvez commencer par la partie que vous voulez. Donc, s'il y a des parties sur lesquelles vous vous sentez un peu plus fort, eh bien, allez-y, commencez par ces parties-là. Et ensuite, voilà, essayez vraiment d'adapter votre approche du test de cette manière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment crucial. Les annales, je vais en parler beaucoup, parce que c'est vraiment fondamental pour vous aider à vous rassurer et à vous familiariser avec le format, avec le type de questions et avec, justement, le vocabulaire. Mais bon, allez, soyons honnêtes, ça reste quand même un test d'anglais, donc il y a quand même des petits points, des difficultés. Alors, là, il faut être conscient de ces difficultés. Alors, c'est quoi ces difficultés? Bah, déjà, c'est un QCM à point négatif. Et ça, c'est la grosse difficulté. C'est-à-dire que là, évidemment, il ne faut pas répondre à toutes les questions si vous n'êtes pas sûr de votre réponse. Pourquoi? Parce que vous allez être pénalisé si jamais on vous apportez une mauvaise réponse. Donc, il n'y a qu'une seule bonne réponse, bien sûr, qui est attendue. Si vous apportez la bonne réponse, vous avez 3 points. En revanche, si vous apportez une mauvaise réponse, vous perdez 1 point. Donc ici, il va falloir vraiment réfléchir. Si vous n'apportez pas de réponse, vous ne perdez pas de points.
mais normalement, vous n'en gagnez pas non plus. Donc là, il va falloir être très stratégique, il va falloir être très organisé, et toujours, voilà, se dire, est-ce que je suis sûre de moi, ou est-ce que, au contraire, j'ai un doute, j'attends. Donc, souvent, l'approche qu'on conseille sur les QCM à points négatifs, c'est de faire un double passage. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites d'abord un premier passage où vous répondez à toutes les questions auxquelles vous êtes sûr. Là, c'est bon, je sais, c'est bon, je suis sûre de ma réponse. Et ensuite, vous revenez un peu, si vous avez le temps, bien sûr, vous revenez sur les questions auxquelles vous pouvez peut-être répondre si jamais vous réfléchissez un peu plus. Mais en tout cas, ne faites pas trop de paris. Vous pouvez faire quelques paris ici et là, mais n'en faites pas trop. Vous allez perdre malheureusement beaucoup trop de points. Donc ça, c'est la première chose. C'est la grosse difficulté de ce test. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir bien réviser sa grammaire. Ça, c'est vraiment, vous allez voir, c'est le socle de ce test. C'est-à-dire qu'on va quand même vérifier que vous avez compris, que vous savez mobiliser vraiment ce qu'on appelle les bases de la grammaire anglaise. Donc, à nouveau, c'est pas très spécialisé. Toutefois, il faut faire attention. On va quand même vérifier les bases. Hein. Donc, on va en parler tout à l'heure, justement, les grands points à réviser pour le test. La troisième difficulté, alors ça c'est celle que j'adore, c'est justement sur la conception des questions. C'est-à-dire que si vous regardez les annales, on voit que les concepteurs en fait connaissent les difficultés des étudiants en phase 2. C'est-à-dire que le test propose vraiment des pièges. C'est un petit peu pervers sur quelques côtés, mais vous inquiétez pas, c'est pas trop violent. Au sens où on va vraiment utiliser les erreurs que commettent très souvent les apprenants francophones, donc les Français qui apprennent l'anglais. Et donc ça, c'est l'aspect vraiment intéressant de ce test, c'est que on essaye de voir si vous allez tomber dans ces pièges. Donc c'est ces espèces d'erreurs assez classiques que souvent les étudiants d'anglais, les étudiants français en anglais commettent relativement souvent. On va en voir quelques exemples tout à l'heure. Peut-être que vous allez reconnaître des petites erreurs que vous faites, mais maintenant vous allez les connaître et bien sûr vous ne les refaites plus. Donc ça c'est une première chose. Gardez à l'esprit que c'est bien vous que l'on cible lorsque lorsqu'ils vont concevoir le test de cette année. Et puis tout à l'heure je vous ai dit que justement le vocabulaire n'était pas spécialisé. Il n'est pas spécialisé, certes. Toutefois, il est quand même assez courant. Et là il va falloir vraiment vous entraîner à lire un peu la presse parce que c'est typiquement le genre de vocabulaire qu'on va utiliser. Donc c'est-à-dire que il y a quand même des termes qu'il va falloir connaître. Par exemple, on va pas vous demander des termes techniques sur la crise économique. Toutefois, il faut savoir dire crise économique, par exemple. Donc ça, c'est des petites choses qu'il va falloir quand même vérifier. Et l'important justement d'emmagasiner un peu de vocabulaire en lisant la presse, en essayant de vous familiariser justement avec un vocabulaire assez courant, assez oral parfois. À la fin, je vous donnerai quelques petites pistes justement pour aller sur Internet et pour voir justement quel type de publications peuvent être intéressantes pour vous, pour lire un petit peu régulièrement. C'est bon pour la culture générale, hein, évidemment. Vous allez devenir des assidus de la lecture anglophone. Alors voilà, ça c'était vraiment les points, les caractéristiques très simples. On va maintenant s'intéresser au test, puisque je voulais que très brièvement présenter. Donc là, on va regarder chaque section. On va passer un peu plus de temps sur la section 1, ne vous inquiétez pas, parce que c'est celle qui finalement est c'est celle qui est la plus facile à préparer, je pense. Vous allez voir pourquoi. Et donc, on va regarder donc cette première partie qui s'intitule structure. Donc, 20 questions ici. Alors, en quoi ça retourne? Donc là, vous avez la présentation que vous aurez probablement le jour du test. Donc à chaque fois dans le début de la partie, donc ça au bout d'un moment vous ne le lirez plus hein, puisque vous avez l'habitude, c'est donc des exemples qui expliquent ce que vous avez à faire. Donc là si vous regardez l'exemple, vous voyez qu'en fait la première partie c'est un QCM de base où vous avez en fait une phrase avec un trou et il faut donc donner la forme qui complète correctement cette phrase. D'accord? Donc jusqu'ici tout va bien. Donc ici vous avez voilà l'intitulé que vous aurez le jour du test. Alors, comment est-ce qu'on prépare cette partie? Alors, ce qui est intéressant, justement, si vous regardez les annales, c'est que les questions, quand même, les questions de la partie 1 ciblent quand même toujours un éventail précis de points de grammaire. D'accord? Donc, la partie 1 est quand même majoritairement grammaticale. Il y a quelques petites questions de vocabulaire, mais c'est assez rare.
Majoritairement, c'est des points de grammaire. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit peu les incontournables. En gros, les points de grammaire qu'il faut absolument maîtriser parce que, justement, c'est eux, qui vont être sollicités, justement, dans cette première partie. Donc alors, c'est quoi le premier incontournable? Vraiment, le point de grammaire, voilà, je suis quasi sûre que vous aurez au moins une bonne flopée de questions à ce sujet. Eh bien, attention, pas de surprise, bien sûr, c'est les formes verbales, les temps. Pourquoi? Parce que vous avez dû remarquer quand même, l'anglais, c'est une langue qui est verbale. Le français est une langue plutôt nominale, au sens où le cœur de la phrase anglaise, c'est son verbe. C'est là où il y a le maximum de charge de sens. Donc, pour maîtriser une langue, comme l'anglais, il faut maîtriser les formes verbales et les temps. Donc ça, c'est pour ça qu'on va vous tester ici. C'est qu'il faut bien vérifier que vous comprenez quand est-ce qu'on utilise tel temps, quelle est la forme, comment on construit tel temps, et ainsi de suite. La difficulté pour vous, c'est qu'en anglais, vous avez dû bien sûr avoir moult leçons de grammaire sur la question, c'est qu'il y a des temps qui n'existent pas en français. Donc par exemple, le fameux present perfect. Alors celui-là, on a du mal à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'on peut pas juste transposer d'une langue à l'autre les temps. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La deuxième difficulté, c'est souvent l'ing. Vous savez, ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas en français. Donc souvent, on a du mal, quand est-ce que je l'utilise, quand est-ce que je l'utilise pas. Donc, vous allez sur le hub, vous allez chercher à un endroit, vous allez trouver un mémo grammatical. Donc là, vous allez regarder la section sur les temps. Vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec les temps, il faut absolument les maîtriser, d'accord? Donc il faut arrêter de traduire. Déjà arrêtez de traduire le français parce que ça va vous mener à des erreurs de temps. Donc vous allez voir, on va regarder un exemple tout de suite. Et ensuite, on va essayer aussi de bien fonctionner en termes assez mécaniques. C'est-à-dire que l'anglais, on a peut-être dû vous le dire parfois, oui, c'est au feeling. En fait, non, hein, c'est pas toujours au feeling. Il y a quand même des règles, heureusement pour les apprenants. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des marqueurs de temps. Et justement, dans les questions qu'on va vous proposer, vous aurez toujours un marqueur de temps que vous allez devoir trouver. Et justement, dans le mémo grammatical que vous trouverez sur le hub, vous avez un petit tableau qui vous récapitule les marqueurs de temps les plus courants. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué si on sait ce qu'il faut chercher. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, ça va être plus simple. C'est une phrase qui est tirée des annales. Donc, the author, blah blah blah, this book in 1994. Vous scannez tout de suite les réponses. Donc ça, c'est toujours une bonne technique pour le QCM, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de scanner les réponses même avant de lire la question. Pourquoi? Parce que tout de suite, ça vous donne le sujet de la question. C'est-à-dire que là, tout de suite, en scannant les réponses proposées, vous voyez, ça c'est une question de temps, puisque j'ai le même verbe, mais qui est décliné sous différentes formes. Donc ça veut dire que je vais chercher dans ma phrase des indicateurs de temps. Donc, petit commentaire, c'est tiré des annales. Vous voyez que la phrase est vraiment pas compliquée. Elle est pas longue, il n'y a pas du vocabulaire incroyable. Donc je pense que, jusqu'à présent, tout va bien. Alors, première technique, lorsqu'on n'est pas sûr. Imaginez, vous n'êtes pas sûr. Bien sûr, je sais que vous savez la réponse, mais on va faire semblant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, première technique, déjà, vous éliminez les formes aberrantes. C'est-à-dire que le test va vous proposer des formes aberrantes. C'est quoi des formes aberrantes? C'est les formes qui n'existent pas. Alors là, évidemment, vous avez tous bien appris votre liste de verbes irréguliers. Vous avez tout de suite vu que, bien sûr, la A et la D font mal aux yeux parce que, évidemment, c'est totalement grammatical puisque vous savez que le verbe write est irrégulier. Donc, déjà, hop, plutôt, c'est un bon travail, c'est-à-dire qu'on a déjà éliminé deux possibilités. Là, vous avez wrote et vous avez has written. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se souvient, les concepteurs de tests nous proposent souvent des erreurs francophones. Et bien là, et ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent. C'est-à-dire que on traduit dans notre tête, c'est-à-dire, l'auteur a écrit un livre, et the author has written this book. Ça paraît pas mal, non? Eh bien non, évidemment que non! C'est pas bon du tout. Ça, le has written, c'est un present perfect. Si vous écoutez, c'est un present perfect. Donc c'est lié au présent. Ici, la bonne réponse, excusez-moi, la bonne réponse c'est wrote. Pourquoi? Parce que dans votre phrase, vous avez ce que j'ai nommé un marqueur de temps. Donc c'est-à-dire que dans votre phrase, on va toujours vous proposer des termes. Et ici, vous avez une date précise. Et là, c'est systématique en anglais.
on se pose pas de questions, surtout on ne traduit pas littéralement le français, parce que passé composé, on a tendance à le traduire littéralement par du present perfect. On ne traduit pas on ne traduit pas notre forme. On sait qu'avec des dates précises, on met toujours un prétérit. Full stop. Un autre marqueur qui marche toujours avec du prétérit, c'est ago. Ok? Ago, ça c'est toujours prétérit. Donc, prétérit, on a des dates, ok, des dates précises, on a des références précises au passé, typiquement dans last month. J'espère que vous arrivez à me lire, je n'ai pas une écriture très lisible. Ok, donc tout ça, si on a ago, si on a des dates, si on a des références précises à des moments du passé, paf, vous avez comme ici last month, or yesterday, or 2 months ago, as I said. Excusez-moi. Vous avez donc ici que du prétérit. À l'inverse, vous avez d'autres exemples de marqueurs. Vous connaissez bien sûr le for instance, par exemple. Donc, for instance, qui sont utilisés dans les phrases qui veulent dire depuis. On va en reparler tout à l'heure. Eh bien, lui, par exemple, c'est toujours, là, en revanche, des formes de perfect. Donc, les formes de perfect, vous vous rappelez, c'est typiquement la réponse C que vous avez ici. Soit has, have ou had, plus votre participe passé. Donc c'est ED ou bien la troisième colonne de vos verbes irréguliers. Vous avez d'autres marqueurs comme ça qui marquent avec le present perfect. Vous avez yet, vous avez just, vous avez ever, et puis son copain never. Ok? Donc ça, voilà, si dans les phrases qu'on vous propose, vous avez l'un de ces marqueurs-là, à nouveau, on se pose pas de questions, on cherche la forme en present perfect ou en past perfect. Ok? Donc finalement, les questions sur les temps, c'est pas forcément les plus dures, parce qu'il suffit juste de chercher dans la phrase ces fameux marqueurs de temps. Donc, ok, on se souvient, on ne se laisse pas biaiser bien sûr par le français, ce vilain français. Donc ça, c'est le premier incontournable. C'est vraiment le point de grammaire. Si vous sentez que vous avez des faiblesses, vous révisez. Deuxième point, on continue. Là, c'est là où vous avez le maximum de questions aussi. C'est tout ce qui est prépositions et adverbes. Donc les prépositions, vous savez, c'est les tout petits mots qui permettent justement de construire des verbes, de construire des phrasal verbs. Vous savez, les verbes avec des petites prépositions derrière. Construire également tout ce qui est expression, justement, in opposition to, on behalf of, ce genre de choses. Donc, ici, il va falloir malheureusement réviser, peut-être vous faire quelques petites fiches sur les verbes prépositionnels les plus courants. Si vous n'en avez pas, allez sur Internet, tapez prepositional verbs in English. Vous allez trouver des listes justement des verbes. Ça, ce sont vraiment des aspects qui sont testés systématiquement dans la partie 1. Donc ça, on peut pas faire d'impasse ici. D'accord? Donc vraiment tout ce qui est préposition, comme on dit, pour justement l'espace, comment est-ce qu'on utilise les prépositions pour l'heure, le temps, le lundi, le 24 mars, voilà, tout ça, révisez si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, parce que ça, c'est à nouveau le deuxième incontournable. Exemple. Vous avez cette phrase qui est à nouveau terminale. The firm obtained an increased number of cars sold during the year. Donc on comprend que la société a eu une augmentation du nombre de voitures vendues pendant l'année. Alors à nouveau, on scanne nos réponses, on essaye d'éliminer celles qui sont impossibles. Celle qui est impossible, c'est through. Through ici n'a absolument aucun sens, vous êtes d'accord? An increase through the number. Bon, là, hop, on enlève. Maintenant, on regarde. An increase of, by, in. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, vous vous souvenez un petit peu de vos cours et vous dites, attends, by, c'est bizarre, hein. By, on l'utilise avec increase, mais uniquement avec des sommes. Vous savez, there is an increase by 20%. Donc ça, c'est ce qu'on utilise effectivement, on utilise by. Donc vous, votre choix, normalement, il doit se porter entre off et in. Et là, vous avez à nouveau, vous avez le français qui vous tinaille un petit peu et vous dites, une augmentation de 2. Eh ben, off, right? Sounds good. Et à nouveau, rappelez-vous, c'est une erreur à nouveau très souvent commise par les Français. La bonne réponse, c'est in. Donc ça, c'est quelque chose d'assez systématique. Faites bien attention parce que vu que vous allez faire des études justement de commerce et d'économie, en tout cas
du monde économique, c'est ça, tout ce qui est description de tendances, description de chiffres, ça, vous allez finalement mobiliser. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, c'est bien un increase in lorsque vous avez l'objet de l'augmentation. Of, c'est comme by. On l'utilise avec les chiffres, avec le pourcentage, avec la somme. D'accord? Donc, ça, il faut vraiment vous faites une petite fiche là-dessus. Ça peut tout à fait tomber. Donc, ça, c'est un exemple justement d'utilisation des prépositions dans une phrase. Ok, guys? Donc voilà, ça c'est le deuxième incontournable. Je pense que c'est bon, vous avez identifié le deuxième point de grammaire à vérifier. Donc on vérifie ces prépositions, on cherche les verbes prépositionnels et les expressions. Le troisième incontournable, le troisième point qu'il faut absolument réviser, c'est ce qu'on appelle les constructions syntaxiques. Mais quel est ce mot barbare? Syntaxique, ça veut dire quoi? C'est juste l'ordre des mots dans la phrase. Et quel mot est-ce qu'on va utiliser à quel endroit? Donc ça, c'est aussi malheureusement une source souvent d'erreur chez les francophones. Donc c'est pour ça qu'on vous le propose, évidemment. Et donc, qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe déjà les constructions des verbes. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais en anglais, il y a des verbes, on sait pas trop est-ce que je mets to après ou est-ce que je mets un verbe en ing. Par exemple, consider, est-ce que je mets consider to do ou consider doing something? Et là, malheureusement, il n'y a pas de règles, hein, il faut les apprendre. Et ça, à nouveau, vous pouvez très facilement trouver des listes sur Internet. Ça, c'est des verbes, justement, qui sont très courants. Donc, c'est pour ça qu'on vous les propose. Donc, à nouveau, faites-vous une petite fiche. En fait, on va dire consider doing. But I hope to do something. I'm addicted to something. But I enjoy doing something. D'accord? Donc, vous vérifiez tous ces verbes. Est-ce qu'on met avec to ou est-ce qu'on met avec un ing? Ou un point, alors, si vous allez voir quand vous allez travailler sur vos annales, used to et to be used to doing, ça c'est une question mais qui revient quasiment tous les ans. Donc ça déjà vous pouvez réviser, revoir la petite justement nuance entre les deux, used to plus ing ou justement les deux formes, d'accord? Donc ça on revoit quand est-ce qu'on utilise l'un et quand est-ce qu'on utilise l'autre. Troisième aspect des syntaxes, c'est les constructions des questions. Souvent, vous ramez un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on construit une question? Quand est-ce qu'on inverse? Quand est-ce qu'on utilise le do? Donc ça, à nouveau, faites un petit récap là-dessus. C'est toujours bon à prendre. Les négations aussi. Quand est-ce qu'on met, justement, où est-ce qu'on met not? À quel moment est-ce qu'on va l'utiliser, justement? Avec any aussi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut réviser. D'accord? Donc, les constructions verbales, used to, les questions, les négations. Et enfin, justement, toutes ces constructions. Comment on dit dire quelque chose à quelqu'un? To say something to someone, to tell somebody something. D'accord? Donc ça, c'est des formes qu'il faut vérifier. En fait, c'est des structures qui sont figées. On peut pas jouer avec, comme parfois on peut faire en français. Donc, vérifiez vraiment les constructions des verbes classiques. Et ensuite, revoyez aussi les structures, ce qu'on j'ai appelé les structures idiomatiques. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais so, vous connaissez, par exemple, elle est tellement timide. She's so shy a girl. D'accord? Donc, si vous avez l'utilisation de so, l'adjectif arrive en deuxième et le déterminant arrive ici. D'accord? Donc, ça, c'est figé. Apprenez cet exemple par cœur. Où est-ce qu'on met l'adjectif? On le met là. Such, c'est la même chose. Il y a une construction figée. C'est such a shy girl. Oh. Ok. Donc ça c'est so, such et to, c'est comme so. Ok. Donc ici le A, vous voyez que le A est un peu volant. Et donc ça c'est des structures figées qu'on peut totalement vous proposer et qui sont déjà tombées plein de fois justement dans la partie. Allez, on continue. Vous avez ici un exemple justement de question syntaxique. Today many politicians blah blah by ghostwriters. Vous regardez en fait en scannant les réponses qu'on va chercher justement la construction. Comment est-ce qu'on dit faire quelque chose? Donc en gros ça c'est ce qu'on appelle les causatives. Donc vous pouvez réviser ça si jamais vous n'êtes pas au point. Donc quelle est la bonne réponse ici? Bah déjà on va enlever les formes aberrantes. Do their speeches written with a double quote doesn't make any sense. Make their speeches written, nope, it doesn't work as well. You make somebody do something. Ça, c'est la construction. Faire quelque chose à quelqu'un. You make somebody do. Et donc, votre choix se porte entre la une et la C. Have their speeches written, get their speeches written. Et donc, vous avez les deux formes, effectivement. Have something done, get something done. Là, il y a juste une question, bien sûr, vous l'avez tous vu, de conjugaison.
attention, vous avez un pluriel, donc là, la seule forme qui marche, c'est get. D'accord? Donc, vous voyez, c'est assez simple, hein, une fois qu'on a bien nos petites règles en tête. Donc, les causatives, on les révise également. D'accord? Allez, on avance. Le dernier point des incontournables à réviser. Donc, je passe un peu de temps ici parce que vous allez voir, ça c'est valable aussi pour les deux autres parties, hein, vous inquiétez pas. Donc, ici, les incontournables, c'est ce qu'on appelle les mots de liaison. Donc, ça, à nouveau, c'est quelque chose, effectivement, qui est testé énormément dans la partie 1. C'est quand est-ce qu'on utilise les mots de liaison, quels mots de liaison on emploie, et surtout, les pièges, c'est-à-dire les confusions, souvent, que les étudiants font. Par exemple, la confusion classique, c'est despite, in spite of. Souvent, vous avez tendance à dire in despite, ou despite of. Ça, c'est souvent ce qu'on entend. Despite of. Donc, attention, révisez bien despite, in spite of, ou bien regardless of. Ce qui veut dire en dépit de, bien sûr. By the way. Donc, révisez bien tous vos mots de liaison. Ça, je pense que vous les avez étudiés à un moment peut-être. Pareil, vous les avez sur Internet, très simplement. Revoyez bien les différences. Alors ça, pareil, ça tombe systématiquement, quasiment. Les différences entre for, since, during. Les différences entre yet, still, always. Et la différence entre as et while. D'accord? Donc tout ça, c'est des conjonctions aussi de liaison qu'on peut utiliser et qui vous seront nécessairement proposées. D'accord? Petit exemple. Ouh, celle-là est dure. Strong he may be, can't lift such a heavy box all by himself. Alors, ça veut dire quoi? Il a beau être, en gros, maybe, donc il a beau être fort, il n'arrive pas à soulever cette boîte tout seul. Une telle boîte lourde tout seul. Bon, c'est pas très français. Et donc, ici, ce qui nous intéresse, bien sûr, le début. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avant strong? Déjà, construction, on comprend que il y a des choses qui pourraient pas marcher. Par exemple, in spite of strong, ça veut pas dire grand-chose. Despite strong, à nouveau, doesn't make any sense. Donc la seule possibilité, c'est entre although et however. Donc ici, ça mobilise une construction peut-être idiomatique que vous avez vue. However. However strong he may be. However a plusieurs sens. Ça peut être toutefois, cependant, comme vous le connaissez peut-être, mais ça peut être aussi utilisé dans cette phrase lorsqu'il y a un adjectif juste après, qui veut dire avoir beau faire quelque chose. Donc however nice he may be, il a beau être sympa. Voilà, ce genre de forme. Ok? Donc ça, c'est un exemple, à nouveau, tiré des annales. Donc, on révise les verbes, on révise les prépositions, on révise les structures, on révise les mots de liaison. On en refait une petite dernière. Angela and Jacob have been together, blah blah, 5 years. For, during, while, since. Ok, on a 5 years. Donc, vous êtes d'accord que while ne marche pas. Parce que while, tout de suite, on l'enlève. C'est avec une phrase. While I was sleeping. Donc ça, on l'enlève. During, ça ne marche pas non plus. Vous êtes d'accord? Parce que during, c'est plutôt avec des noms, déjà, majoritairement. La question se pose entre for and since, depuis. Et là, vous vous souvenez que, bien sûr, on vous a martelé moult fois que for s'utilise avec une durée, since s'utilise avec un point de départ. Vous vous souvenez de tout ça? À mon avis, on vous les a déjà enseignés. Donc ça, c'est des choses typiques du QCM d'anglais. Donc ici, il faut bien sûr opter sur for. Ok? Allez, je suis sûre que tout va bien. On continue. Le dernier point. Alors ça, je vais aller rapidement parce que c'est un peu la tarte à la crème. Mais justement, si on vous propose autant de questions sur les comparatifs et les superlatifs, ça veut dire que c'est pas encore tout à fait maîtrisé. Donc, les comparatifs et superlatifs, il faut bien sûr tout revoir. Surtout les formes irrégulières. Parce que là, souvent, j'ai vu dans les annales justement far qui vous est proposé et bad, bizarrement. Parce que je pense que c'est une erreur qu'effectivement les francophones font très souvent. Donc, on révise bien ces formes irrégulières. On révise justement les comparatifs un peu plus compliqués, par exemple 2 fois plus long que. Comment est-ce qu'on dit ça? Twice as long as. Ok? Donc, à nouveau ici, on fait attention à ces comparatifs. Ça va tout le monde? Ça fait beaucoup, je sais, mais ne vous inquiétez pas, c'était vraiment les incontournables. Donc ça, voilà, ça c'était les 5 points, vous ne pouvez pas faire d'impasse dessus. Ici, je vous donne, je suis sympa, les autres points de grammaire qu'il faut absolument réviser, mais qui sont tout à fait mobilisés dans la partie 1. Donc on revoit les pronoms relatifs, on revoit les modaux, on revoit les verbes irréguliers, vous les affichez sur la porte de vos toilettes, et vous regardez les quantifieurs. Et enfin, vous regardez comment est-ce qu'on exprime des sommes d'argent et des distances. Par exemple, c'est un contrat de 5 millions de dollars. Comment est-ce qu'on utilise ça? Eh bien, on va dire, allez, je vous donne un petit exemple.
Comment est-ce qu'on dit un contrat de 5 millions de dollars? The 5, je dis millions, hein, ouais. Million dollar contract. Ok. Vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'il n'y a pas de S à million, il n'y a pas de S à dollar. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont considérés comme des adjectifs de contract. Et vous rappelez que la première règle qu'on vous emploie en anglais, c'est que les adjectifs sont invariables. Donc, pas de S. Donc ça, c'est vraiment la base. Ok. La seule fois où vous allez mettre un S, c'est par exemple lorsque, voilà, vous n'avez pas contract. D'accord? Donc, par exemple, c'est 5 millions de dollars, 5 million dollars. Donc, le S, en fait, va sur le dernier mot, s'il n'y a pas de nom. En revanche, vous allez dire millions of dollars. Ok? Donc là, c'est la deuxième forme. Donc ça, c'était la première, la deuxième. C'est là où vous allez utiliser deux S dans la forme. C'est lorsque vous avez, en fait, un of. Et vous remarquez, en fait, on généralise, c'est-à-dire qu'on va pas donner de somme particulière. Je vais peut-être enlever mon 2 là parce que c'est un petit peu biaisé. Donc voilà, c'est millions of dollars, des millions de dollars. D'accord? Ça, c'est un exemple de question que vous pouvez avoir sur les sommes d'argent. Très bien, allez, on y va, on continue. Donc ça, c'est la première partie. Donc voilà, vous avez tous les points de grammaire à réviser. On va regarder la deuxième. La deuxième est super intéressante. À mon avis, la deuxième, c'est là où on peut vraiment se démarquer. C'est là où on peut vraiment gagner des points. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, en fait, on vous demande pas de donner la bonne réponse, et c'est ça qui est intéressant. On vous demande pas de donner la bonne réponse, on vous demande de trouver une erreur. Pervers. Donc, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on vous demande d'avoir un peu de distance sur la phrase et de réussir à corriger cette phrase. Mais on vous aide, ne vous inquiétez pas. On vous aide comment? On vous aide en soulignant 4 sections de la phrase, 4 mots de la phrase. Donc, par exemple, vous avez l'exemple ici qui est toujours donné. Donc, fresh green vegetables are an excellent source of vitamins. Ok, et donc vous voyez qu'en fait, source est souligné, mais il manque un mot. Donc, source of vitamins. Donc, c'est là où se situe la faute. Alors, quel type de faute on peut vous proposer dans cette partie? Alors, déjà, il faut se dire que tout est dans la phrase. Il n'y a pas d'ambiguïté, normalement, il n'y a pas de choix possible. D'accord? Donc déjà, normalement, la faute est assez claire. Ensuite, il faut vraiment essayer de travailler par élimination. Ok? Donc, valider les segments un après l'autre. Si vous ne pouvez pas le faire, passez à la suite. Ensuite, à nouveau, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ils vont vous proposer des erreurs que vous pouvez commettre. Donc ça, c'est le problème. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des erreurs qui peuvent être facilement commises. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples. Donc là, il faut se méfier. Si vous sentez qu'il y a une forme qui est vraiment trop calquée du français, c'est peut-être là où vous avez le piège. Donc là, vous avez plein d'exemples. Alors, je vais pas tous les faire, je vais juste vous montrer. Donc, typiquement, la première phrase, c'est une erreur assez souvent, justement, commise par les Français. C'est, je sais pas si vous arrivez à lire, donc Bill Gates, an American multimillionaire, he created Microsoft some years ago and was Steve Jobs' biggest rival. Ici, normalement, vous remarquez qu'il y a un truc qui va pas au début de la phrase. Bill Gates, donc multimillionnaire américain, il a créé Microsoft. Et là, vous voyez bien sûr que l'erreur est sur le he, parce que vous avez deux noms, et ça ne se fait pas du tout en anglais. En français, c'est vrai qu'on le fait, à l'oral, pas forcément très correct. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on fait parfois à l'oral. En anglais, c'est mort. On ne peut pas faire cette forme-là, d'accord? Donc, là, en lisant, justement, à haute voix, ça c'est aussi une technique justement de la partie 2, c'est de lire à haute voix dans sa tête et d'entendre, attends, là, il y a un truc qui va pas. Deuxième question, je vous montre. During the meeting, the staff discussed about problems that had been encountered over the past year, sorry. Alors, during the meeting, pendant le meeting, tout à l'heure je vous ai dit during c'est avec un nom, donc ça a l'air de marcher. Has been encountered, ça c'est bon, il n'y a pas de problème, il y a un ED, c'est un verbe régulier, il n'y a pas de souci. The past year, c'est plutôt courant, hein, c'est l'année dernière, il n'y a pas de souci. En revanche, l'erreur, vous avez compris, c'est discuss about. Pourquoi? Parce que là, on a traduit le français. Tout à l'heure, je vous parlais des constructions verbales, et là, typiquement, c'est un piège de construction verbale. C'est-à-dire qu'en anglais, on dit discuss something, et pas discuss about something. Là, vous avez traduit le français à discuter de quelque chose. On l'entend tout le temps en cours d'anglais. Attention, discuss something, ok? Allez, encore un petit dernier. Even though they are identical twins, everybody says how different they are. Là, je suis sûre que votre petite oreille d'angliciste
s'est levé, vous avez entendu qu'il y avait un problème, le problème est bien sûr so different, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, les adjectifs en anglais ne sont jamais accordés. Donc là, hop, là tout de suite, ce facile, on a compris. Je vous donne les réponses pour la suite, pour qu'on aille un peu plus vite. La suivante, vous avez le mot politic. Ah, on l'entend très souvent aussi. Politic, je vous rappelle, en fait, n'existe pas en anglais. Enfin, il y a une seule expression, mais elle est vraiment spécialisée. Donc, oubliez le mot politic. Comment on dit la politique? On va le voir tout à l'heure. En fait, c'est policy. Ou bien c'est politics pour le chant. Mais politique tout seul est impossible. D'accord? À nouveau, on a traduit le français. À la fin, vous avez également une dernière phrase qui mobilise. C'est pour ça que j'ai passé un peu plus de temps sur la partie 1, parce qu'en fait, vous allez voir que c'est exactement les mêmes points de grammaire qui sont testés dans la partie 2. C'est que là, vous avez une question de construction du verbe ask. Comment est-ce qu'on dit demander quelque chose à quelqu'un? You ask somebody something. D'accord? Et you don't ask to somebody. No, never. Donc, she asked him to repeat. Ok? Donc ça, c'est typiquement un exemple. Vous voyez, le verbe ask, c'est pas non plus super spécialisé, hein, c'est un verbe très courant. Donc vous voyez ici, c'est à nouveau de l'anglais courant, mais sur lesquels vous faites ça. Bon, je pense que vous avez compris le système. Donc qu'est-ce qu'il faut chercher? En fait, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que vous voyez, les révisions, elles peuvent être très pointues pour vraiment vous aider. Les temps et les concordances. Typiquement ici. Donc vous voyez, vous avez 4 segments. It's now official. The firm would soon merge with its main competitor. Pourquoi? Où est le problème? Où est le problème de concordance? Eh bien, c'est it's now official, donc c'est sûr. Pourquoi on a un would? Parce que would, normalement, c'est lorsque on n'est pas sûr. C'est serait, vous vous rappelez? Ou alors c'est le futur antérieur. Mais donc c'est pas le cas ici. Donc ici, la faute est sur would. On dirait the firm will soon merge with its main competitor. To discuss national politics with her flatmates when the fire alarm suddenly went off. Un nouveau problème de forme verbale. Pourquoi? En français, traduisez ici, ça peut être utile. Elle était en train de discuter de politique lorsque l'alarme s'est déclenchée. The when et le suddenly, vous voyez, on vous donne plein d'indices. Ça veut dire qu'on a une action courte. Et donc l'action avant, elle est longue. Il nous faut un ing. She was discussing national politics. Okay? Sounds good? After we spoke, I sent an email confirming what we agreed upon last night. En français, on dirait pas ça non plus. Hein. Donc après notre discussion, je t'ai envoyé un email confirmant ce qu'on avait conclu justement la nuit dernière. En anglais, il n'y a pas de présent de narration. Donc gardez bien ça à l'esprit. En anglais, il n'y a pas de présent journalistique. Donc dès lors qu'on parle du passé, on fait l'utilisation du passé. Et en plus tout à l'heure, je dis last night, c'est toujours avec un prétérit. Hey, starting to get in. Donc on va dire what we agreed last night. Ensuite, attention, le deuxième point, c'est les négations. Donc là, à nouveau, si vous lisez, Susan didn't could, ça fait très mal à l'oreille, et donc il faut bien sûr faire attention ici. Allez, j'avance un petit peu. Les constructions syntaxiques. Donc ça, à nouveau, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais juste vous donner un exemple. We need to stop to try to persuade them, since they clearly won't change their mind. Donc en fait, we need to stop trying to persuade them. Ok? Allez, je vais juste aller un peu plus vite parce que malheureusement le temps file et j'aimerais beaucoup passer plus de temps avec vous. Mais donc on a vu, voilà, il faut revoir les formes de temps, c'est la même chose. Les constructions syntaxiques, vous les avez aussi en partie 2. Vous avez ici les bonnes réponses. Vous avez également ici, alors ça c'est quelque chose qui apparaît peu dans la partie 1, c'est les articles. Et là, ça c'est une partie de partie 2. Donc, The Queen Elizabeth. Là, tout de suite, vous savez qu'avec, par exemple, les titres, on ne met pas d'article. Donc, c'est Queen Elizabeth. On fait attention aux articles. On fait attention aux noms indénombrables. Donc, luggages. Ça n'existe pas. On dit luggage. C'est pareil que information. OK? Et on regarde également les quantifiers. I enjoy most types of cakes. Et pas them. OK? Donc ça, on regarde les verbes, les structures, les articles, indénombrables, quantifiers, les pronoms possessifs et les déterminants. Donc, vous révisez her, mine, hers, theirs. Vous voyez tout ce petit tableau-là, vous le révisez. Vous révisez la nature des mots. Est-ce que on a un adjectif ou un adverbe? Par exemple, if you want to have promotion, you must work hardly in your job. Attention, you must work hard. C'est l'expression, on va utiliser un adjectif ici. Ça marche?
Donc ici, ça va. Donc là, je donne les bonnes réponses. Et enfin, il y a beaucoup de choses à réviser quand même. Et enfin, vous avez les accords. Et ça, je pense, c'est le plus simple quand même à noter. Vous voyez, par exemple, ici, je pense que je vais prendre plutôt la dernière qui est intéressante. High interest rates are one of the factors preventing spiraling house prices. Donc là, one of the, si c'est l'un des facteurs, en français vous mettez un pluriel, et bien en anglais on met un pluriel aussi. Donc attention ici sur les accords. Vérifiez bien qu'on a un pluriel avec un pluriel, que les accords entre le sujet et le verbe sont corrects. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Et enfin, le dernier point, là c'est le dernier point sur la partie 2, c'est l'orthographe. On va vous proposer des confusions parfois orthographiques. Donc whose and whose, they and their, it's and its. Donc là, il faut bien vérifier qu'on a également parfois des fautes de spelling, des fautes d'orthographe. Ok? Donc vous avez ici votre mental checklist. Donc lorsque vous avez affaire à la phrase, vous regardez tous les segments, vous travaillez par élimination, vous faites votre mental checklist. Je vérifie les verbes, je vérifie les constructions, je vérifie les articles, les déterminants, tout ça, tout ce que je vous ai dit. Et puis, si à la fin de ça, vous n'avez toujours pas trouvé, là, vous passez à la suite. Très bien. Alors là, je vais aller beaucoup plus vite parce que malheureusement, c'est la troisième partie, la partie vocabulaire. Et là, il n'y a pas trop de technique pour être honnête. C'est-à-dire que là, il va falloir faire appel à vos connaissances. C'est quoi la partie vocabulaire? Vous avez ici une phrase, on va vous souligner un mot. Et il va falloir trouver dans les 4 propositions le synonyme de ce terme qui fonctionne dans cette phrase précisément. Alors là, c'est un peu, voilà, là c'est un peu plus complexe. Dans cette partie, vous avez majoritairement des verbes, surtout. Vous avez beaucoup de phrasal verbs, donc ça veut dire que vous pouvez réviser les phrasal verbs, ça c'est quelque chose qu'on révise. Beaucoup d'adjectifs et beaucoup de noms. Vous avez très peu d'expressions idiomatiques, vous voyez, d'expressions longues. Ça c'est assez rare, il y en a parfois une ou deux, mais c'est pas le cœur de cette partie. Donc vous avez quelques exemples ici. Quand vous avez comme ça, vous remarquez que c'est quand même des verbes et des adjectifs assez courants quand même, hein, dreadful, puzzled, harsh, faithful. Donc a priori, normalement, vous êtes censé les connaître. Hein. C'est pas spécialisé, c'est vraiment des verbes justement qui sont utilisés dans la presse ou justement la conversation assez simple. Donc comment est-ce que vous pouvez vous entraîner? Bah là, vous avez quelques exemples ici. À nouveau, en fait, vous faites les annales, vous prenez en note tous les termes parce que souvent il y a des termes qui sont repris. Donc là, vous avez un exemple, la people in the government. Est-ce que c'est political, policies, politicians, politics? Comment on dit les hommes politiques? Enfin, la classe politique, je sais. On dit politicians, right? Attending. Attention, ça c'est un bon exemple parce que ça vous donne justement un piège assez courant justement de la partie 3. La partie 3, en fait, souvent, on va utiliser des faux amis. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme. Faux amis, vous savez, c'est les mots qui sont faussement transparents. Attending the interview, est-ce que ça veut dire attendre? Est-ce que ça veut dire wait for? Non. En fait, to attend, c'est assister à quelque chose. En revanche, assisting, c'est un autre faux ami. Donc là, vous voyez, c'est assez compliqué. Donc là, c'est déjà un point que vous pouvez réviser, c'est les faux amis. Donc comment est-ce qu'on fait? Bah, lorsque vous faites vos lectures, comme lorsque vous lisez, entraînez-vous vraiment, prenez l'habitude de marquer les mots de vocabulaire. Vous allez sur Internet, vous avez un dictionnaire gratuit que vous pouvez même télécharger sur votre téléphone portable qui est gratuit, qui s'appelle Word Reference. Vous téléchargez ce dictionnaire, vous notez la signification bien sûr, mais le plus intéressant pour préparer cette partie, c'est d'aller sur un autre site qui s'appelle Thesaurus, un dictionnaire des synonymes. Donc vous tapez le mot et il vous donne les synonymes. D'accord? Donc maintenant, essayez de prendre l'habitude, lorsque vous apprenez du vocabulaire, de pas seulement apprendre le mot et sa traduction française, mais également de connaître d'autres façons d'utiliser ce terme. D'accord? Allez, on continue. Donc, on a vu la partie 1, c'est un système de grammaire. On a vu la partie, vraiment les questions de grammaire. Partie 2, c'est find the error, trouver l'erreur. Partie 3, c'est donc le vocabulaire. La partie 4, c'est de la compréhension de texte. Alors, qu'est-ce que vous avez en partie 4? Vous avez 2 textes. Donc, a priori, ça sera le format de cette année. Vous allez avoir 2 textes. Ce sont des textes qui sont tirés de la presse. C'est pour ça que je vous disais, entraînez-vous à lire la presse, pour être habitué justement au type de vocabulaire que vous allez lire. Vous allez avoir 10 questions de compréhension sur ce texte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous avez 20 questions. Mais en termes de distribution du temps, c'est quand même une partie qui n'est pas forcément très difficile. C'est une partie qui, parfois, demande un tout petit peu plus de temps. Donc, d'où l'intérêt de vous entraîner en amont pour voir combien de temps vous allez dédier. La partie 3 que je viens de décrire, souvent on sait ou on sait pas, donc normalement on va assez vite sur cette partie-là.
Donc, quel type de questions vous aurez? Donc, ce sont des textes qui sont assez longs. Vous avez 4 grands types de questions. Vous avez des questions ce qu'on appelle les WH questions, c'est-à-dire qu'on va vous demander de chercher des informations précises dans le texte. Quel est le nom du chercheur machin? Quelle est la somme? Quand a eu lieu? Voilà, le WH c'est what, where, when, how et ainsi de suite. Donc vraiment recherche d'informations précises dans le texte. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les not questions. Alors ces questions-là, je vous encourage à les traiter en dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous demande qu'est-ce qui n'est pas dans le texte. Donc on va vous proposer quatre possibilités. Donc il faut valider que les 3 soient contenus dans le texte. Donc ça, c'est la question qui, à mon sens, prend beaucoup de temps pour uniquement 3 points. Donc peut-être la faire en dernier une fois que vous avez scanné bien le texte et que vous avez plus de rapidité à chercher l'info. Bon, ça c'est mon humble avis. Ensuite, vous avez des questions vocabulaire. Donc ça, à nouveau, c'est des questions qu'on peut rapidement traiter. C'est en gros, vous avez un terme qui est dans le texte et on vous demande à nouveau de trouver le synonyme qui vous est proposé dans les 4 possibilités. Et enfin, dernier point, c'est ce qu'on appelle incomplete sentences. Alors c'est quoi incomplete sentences? C'est-à-dire on va vous commencer une phrase qui traite bien sûr du sujet du parti, et on va vous proposer 4 fins de phrase. Alors elles sont grammaticalement correctes, hein, ne cherchez pas l'erreur dans la grammaire. En revanche, c'est bien sûr l'information qu'elles apportent qu'il faut valider. Donc ça voilà, ça c'est les 4 grands types de questions auxquelles vous aurez à faire. Alors attention, les questions ne suivent pas forcément l'ordre du texte. Les questions sont pas forcément ordonnées, hein, donc c'est un peu la difficulté ici. Alors comment est-ce qu'on aborde cette partie? Je pense que vous avez l'habitude quand même de lire des textes. Déjà, essayez de vous dire, je ne lis pas le texte en premier. C'est déjà une des premières choses. D'abord, je lis les questions. Et j'identifie les questions faciles à répondre. C'est quoi les questions faciles? Déjà, la question de vocabulaire. Hop, on trouve le mot, souvent on vous donne la ligne, hein, vous trouvez le mot dans la phrase, c'est pas la peine de comprendre tout l'article pour comprendre un mot dans une phrase. Donc ça, vous pouvez y répondre rapidement. Ensuite, vous répondez aussi aux questions faciles, c'est les WH questions. Pourquoi? Parce que souvent, on va vous donner un mot-clé dans la question. C'est-à-dire que, ou dans les réponses. C'est-à-dire qu'on va vous donner des noms propres, des noms d'institutions, des concepts, des dates, par exemple. Et c'est des termes qui sont faciles à trouver dans un texte. C'est pour ça que je vous encourage à faire ce qu'on appelle la lecture cursive. La lecture cursive, ça veut dire quoi ce mot barbare à nouveau? C'est du scannage en fait. Donc par exemple, vous avez une question qui dit voilà, que pensent les chercheurs d'Oxford du phénomène? So what is the opinion of the Oxford researchers on the phenomenon, blah blah. Dans la question, vous avez Oxford. Et Oxford, c'est pas courant. Donc, hop, on scanne son texte rapidement pour chercher le mot Oxford. Et ça, c'est une technique qui marche très bien lorsqu'on a des questions, justement, avec des signposting, avec ces mots précis qui permettent très rapidement de scanner le texte. Donc, finalement, en travaillant comme ça par scannage, vous lisez juste, voilà, le début du paragraphe. C'est visuel, hein, la présentation du texte, il y a des paragraphes. Ça vous permet de répondre très rapidement aux questions. Normalement, honnêtement, à la fin de vos réponses, vous n'êtes pas censé avoir lu tout le texte. Si on est efficace dans sa lecture. Donc ça, c'est une compétence qu'on peut acquérir en s'entraînant. Il faut vraiment vous dire, voilà, allez, de temps en temps, je vais lire un article de presse, je vais pas tout lire en détail, phrase par phrase, je vais scanner. Et ça, c'est utile parce que ça vous prépare pour les oraux. Donc ça, c'est pas mal. D'aller vite, justement, dans la compréhension des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, excusez-moi, on a un petit retour au début. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire ici. Donc, je vous ai un peu bombardé, mais j'espère que vous avez pris bonne note. Vous allez voir qu'il y a donc, finalement, c'est un test d'anglais, mais qui peut être très facilement réussi. Pourquoi? Parce que finalement, il y a un balisage, il y a des points qu'on reprend tout le temps. Il y a les points de grammaire que je vous ai mentionnés tout à l'heure qu'il faut absolument maîtriser. Il y a ensuite toutes les annales en ligne qui vont vous permettre justement de mettre à profit et de mettre en pratique les petites techniques que je vous ai données. Essayez de voir un petit peu, voilà, est-ce que je peux faire le test en temps limité? Oui. Quelle partie je réussis en premier? C'est cette partie-là, donc je vais y passer plus de temps. La compréhension écrite, combien de temps ça me prend? Voilà, essayez vraiment de vous entraîner en amont sur les annales, c'est extrêmement important. Vous avez un hub qui est
vraiment qui fourmille d'informations, d'aide, vous avez des quiz, vous avez des mémos grammaticaux. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes à mobiliser. Moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est vous faites une annale, vous regardez les réponses, vous essayez de comprendre votre erreur, vous vous dites pourquoi est-ce que je me suis plantée ici? Est-ce que c'est parce que c'est une erreur de français? Est-ce que justement je connaissais pas le mot? Vous laissez cette annale de côté. Une semaine plus tard, vous refaites la même annale. C'est extrêmement important. C'est pour voir si vous êtes capable de vous souvenir de vos erreurs. Et essayez de voir si vous refaites les mêmes erreurs. Si vous les refaites, c'est que là, il y a vraiment un problème sur le point qui est testé. D'accord? Normalement, vous êtes plus censé faire les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça l'intérêt justement du travail à la maison, du travail régulier en temps limité. D'accord? Comme disait Charlotte en début, vous avez au moins 7, je crois que vous avez 7 annales en ligne. Donc il y a de quoi faire hein, finalement. Vous n'avez pas besoin de grand chose. D'accord? Donc refaites les mêmes annales over and over again, jusqu'à ne plus faire de fautes. Puisque comme je vous disais, c'est un test qui reprend souvent les mêmes points. Ensuite, faites-vous vraiment votre checklist grammaticale. C'est-à-dire que lorsque vous faites une annale, vous allez voir, bah tiens, à ce point-là, je le maîtrise pas. Par exemple, à ça, je fais tout le temps des fautes sur où est-ce qu'on met le S dans les expressions de somme, où est-ce que je mets le S. Donc vous faites vraiment une checklist de tous les points qu'il faut réviser et vraiment essayez de bien vérifier que vous avez que vous avez bien rempli tous les points que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Vous avez parfois des tests en ligne, vous avez je suis sûre que dans votre école, dans votre fac, vous avez parfois des grammaires, des exercices que vous pouvez utiliser. Donc vraiment, essayez d'être assez scolaire peut-être, mais en tout cas, c'est rassurant parce que vous savez ce qu'il faut réviser. Ensuite, vous avez plein d'outils en ligne. Je vous ai mentionné le Hub, mais il y a aussi des dictionnaires en ligne. Je vous ai parlé de Word Reference. Je vous encourage vraiment à le télécharger sur votre téléphone ou l'utiliser sur Internet. C'est gratuit, c'est facile à utiliser. Et enfin, essayez de commencer à faire un peu des fiches de vocabulaire sur les verbes les plus courants. Donc, je vous parlais des prepositional verbs, les verbes prépositionnels. Vous avez aussi tous les termes, justement, de description de tendance. Voilà, tous les termes qu'on va vous proposer dans la partie vocabulaire. Ça, c'est des mots qu'on s'attend à ce que vous les connaissiez, justement. Donc, ça, il faut vraiment faire une partie un peu fiche de voc. Enfin, après, vous les utilisez comme vous pouvez, mais l'important, c'est vraiment d'avoir une trace écrite parce que souvent, on se dit, c'est bon, je sais, mais en fait, pour être honnête, on s'en souvient plus. Et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, commencer à acquérir ce vocabulaire, c'est déjà un premier pas vers les euros. Parce que ça, à nouveau, c'est du vocabulaire que vous allez devoir mobiliser aux euros, puisque c'est souvent, enfin, on en parlera à un autre moment, c'est quand même des sujets d'actualité qui vous seront proposés. Donc, ça, c'est important, justement, de vous entraîner à mobiliser ce vocabulaire. Donc, je vous rappelle à nouveau, hein, juste pour être sûr que vous avez bien noté l'adresse. Le hub qui vous est proposé. Donc, vous voyez ici la capture d'écran, vous avez des annales, vous avez beaucoup de conseils, vous avez quelques vidéos aussi que vous pouvez utiliser. Vous avez les liens Facebook que vous pouvez mobiliser. Et d'ailleurs, donc, je vous rappelle hein, qu'à la fin de ce live, vous avez un petit feedback à remplir. N'hésitez pas à le faire pour ensuite avoir accès à des annales corrigées. Donc ça serait vraiment utile pour vous. Donc on aimerait beaucoup avoir votre retour justement sur ce que vous avez vu aujourd'hui. Ah oui, j'avais donc oublié de mentionner, c'est juste aussi pour dans le follow-up, dans la suite justement les préparations que vous avez en ligne. Vous connaissez peut-être déjà ces publications. Ça, c'est les grandes publications anglophones qui sont gratuites aussi, sauf The Economist. Malheureusement, il n'est pas gratuit, mais vous pouvez avoir accès à quelques articles par mois. Mais peut-être que de vos institutions, vous y avez accès. Donc, allez voir The Guardian, allez voir CNN, allez voir BBC News, allez voir Slate aussi. Slate, c'est une nouvelle publication qui est assez récente, mais qui est aussi gratuite en ligne. Pourquoi je vous conseille d'aller voir ces articles? C'est parce que c'est typiquement les sources des articles qui vous sont proposés en partie 4 pour la compréhension écrite. Donc, c'est pas mal d'aller voir ces sources justement pour vous entraîner à la manière d'écrire, au vocabulaire, au style justement de ces publications-là. Donc, en plus, ah oui, The Guardian, je sais pas si vous avez l'habitude hein, de le lire, c'est une publication britannique et à nouveau, elle existe en application qu'on peut télécharger sur son téléphone gratuitement. Donc, n'hésitez pas. Un petit article sur le chemin pour justement aller au bus, au métro, tout ce que vous voulez. Et ça peut être pas mal justement pour s'entraîner à scanner, à lire rapidement, voir du voc et ainsi de suite. Bon, eh bien, il y a pas mal de choses ici. Donc, un petit rappel sur les liens, bien sûr, que vous avez ici.
Et je crois que je vais enfin vous laisser. J'espère que ça a été profitable, j'espère que ça vous a donné quand même quelques petits trucs et astuces. J'espère également que vous êtes un peu plus serein justement sur cette épreuve, enfin ce QCM d'anglais, au sens où vous voyez que si on se prépare, si on est sérieux, si on est justement régulier dans sa préparation, c'est pas voilà, c'est pas au petit bonheur la chance en fait. C'est un test qui peut être préparé en amont. Vous allez voir que finalement, plus on en fait, plus on travaille et plus on va être rassuré le jour justement le jour J. Et vous voyez que vous allez gagner des points si vous travaillez un petit peu régulièrement. Donc bon courage, très bonne soirée et puis n'hésitez pas à remplir le petit quiz de feedback. On aimerait beaucoup avoir votre opinion sur ce que vous avez vu ce soir. Merci beaucoup, à bientôt.